你可以看到那高度差不多有3万公里吧。啊，高度这个亮的方向是代表着物质离开我们而去。是的，这是在那个8月10号观测的一次那个边缘黑子，它的那个 H 贝塔速度长。在差不多3点的时候吧，有一次抛射，你可以看见那个它的抛射的那个物质高度达到差不多有3万公里，差不多。哦，这个边缘上面的亮的是怎么回事？亮的就是它的那个，可能就是以往所说的那种针状体吧。它是因为它是发射线，所以是白的那样的形状。这是我给你看的这个黑子，就是比较靠近日面中心。哦，这里的细节很丰富。是的，那天天气特别好，所以观测的细节特别好。有磁场吗？有，我给你看一次磁场。Chercher des détails dans les images. Lorsqu'on regarde un objet astronomique, même dans une paire de jumelles, on s'aperçoit que si l'étoile est près de l'horizon, les images dansent. Elles dansent parce que les turbulences de l'atmosphère mélangent des couches d'air chaud et d'air froid, et que ce mélange conduit à des images de mauvaise qualité. Il faut donc, idéalement, que la température de l'atmosphère dans un site astronomique soit aussi uniforme que possible. La surface d'un lac est une très bonne manière de stabiliser la température de l'atmosphère, de fournir en quelque sorte un thermostat. Donc, on peut penser qu'en mettant un télescope dans un observatoire situé sur une île au milieu d'un grand lac, l'atmosphère va être très stable et qu'on va pouvoir donc voir les détails des images. C'est ce procédé, ce choix de site qui a conduit à des observatoires solaires situés dans de telles conditions. Alors, les détails fins de la surface du Soleil, ces mouvements de granules par exemple, qui traduisent l'organisation du champ magnétique à la surface du Soleil, seront beaucoup plus faciles à percevoir que si l'observatoire était situé dans un site où la température est contrôlée par des vents, des courants d'air et très hétérogènes. La recherche d'une image astronomique de bonne qualité conduit à deux contraintes. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, il ne faut pas qu'il y ait de brume. Il faut que l'atmosphère soit transparente, il faut donc s'éloigner des villes et il faut s'éloigner des basses couches de l'atmosphère, celles qui contiennent la brume, la poussière, les vents de sable, etc. Donc, on va aller vers des montagnes de plus en plus élevées. C'est le choix du site astronomique pour rechercher la transparence de l'atmosphère, la qualité photométrique
disent les astronomes, c'est-à-dire se rapprocher autant que possible des conditions qu'on trouve dans l'espace, où l'atmosphère est totalement absente. En montant en altitude, non seulement on gagne en transparence, mais à condition de choisir convenablement le régime des vents du site choisi, on gagne aussi en qualité d'image. Le Soleil, c'est loin, c'est l'étoile la plus proche. Le Soleil se trouve à 8 minutes de lumière. L'étoile la plus proche, à peu près une année de lumière. La différence entre 8 minutes et une année, c'est considérable. Donc c'est une étoile extrêmement proche. C'est, jusqu'à ces toutes dernières années, la seule étoile dont on puisse observer la surface en détail, dont un point de la surface soit différent d'un autre point. Pour la plupart des étoiles, ce qu'on voit, c'est le disque de l'étoile, mais on mélange toutes les radiations, celle qui vient du bord, du centre, d'un point à un autre, elles se mélangent en notre instrument. Nous ne séparons pas. Il n'y a pas de définition des images stellaires, tandis qu'il y a une excellente définition de l'image solaire. On distingue sur le Soleil des détails extrêmement fins qui ont quelques centaines de kilomètres de dimension, par rapport au Soleil qui, lui, a un rayon de plus de 600 000 kilomètres. Donc, c'est complètement un autre ordre de grandeur, le Soleil et les autres étoiles. Alors, ça devient automatiquement la référence. C'est l'étoile que l'on étudie, non pas pour connaître les autres étoiles, mais pour connaître les étoiles. Alors, certes, toutes les étoiles ne sont pas pareilles. Alors, qu'est-ce que c'est que le Soleil? Qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Une étoile, c'est d'abord une boule de gaz. C'est une boule de gaz chaud. La température du Soleil, puisque je prends le Soleil comme exemple, est à la surface visible, ce que l'on voit, le cercle, le disque solaire, c'est environ, je donne des chiffres ronds bien sûr, 6000 degrés. On s'enfonce dans le Soleil et la température devient très élevée. Alors au centre du Soleil, elle atteint 15 millions de degrés. Et à cette température-là, les réactions thermonucléaires, les mêmes réactions que celles qui ont lieu dans la bombe à hydrogène, ont lieu. Elles ont lieu au centre du Soleil, si bien que le Soleil, c'est une usine atomique, avec une libération d'énergie, qui est l'énergie que nous recevons sous forme de lumière, ici, et de chaleur, enfin, si vous voulez. De lumière, c'est le véhicule, et la chaleur, c'est l'effet. Nous sommes chauffés, nous vivons dans la lumière du Soleil, grâce au Soleil.
Mais c'est pas tout. Le Soleil, c'est une machine fort compliquée. Ça tourne, le Soleil. Ça tourne. À l'intérieur du Soleil, vous avez des mouvements de brassage. Et finalement, le Soleil est une machine avec au centre une source d'énergie, à l'extérieur la perte d'énergie qui est rayonnée vers nous, l'ensemble étant en équilibre, et l'ensemble en rotation, avec des champs magnétiques. C'est une énorme machine dynamo. C'est une dynamo. Et cette machine, eh bien, elle fonctionne pour notre plus grande satisfaction, certes, mais elle fonctionne avec des sortes d'à-coups. Tous les 11 ans à peu près, il y a une augmentation de l'activité solaire, le nombre de tâches solaires est multiplié considérablement, les tâches solaires sont de plus en plus actives, il y a des phénomènes actifs comme des éruptions au voisinage des tâches solaires qui libèrent dans l'espace de grandes quantités d'énergie, il y a des quantités de phénomènes autour des tâches qui se produisent, et le soleil actif ne ressemble pas au soleil que l'on appelle le soleil calme. Alors, il y a des alternances, tantôt le soleil est calme, tantôt il est actif, puis il redevient calme, puis il redevient actif, une période d'à peu près 11 ans.
You can view the whole system as a modular system. You have first of all a telescope. This collects the light and brings it to a focus at the back of the telescope. There you would place your instrument. This does something to the light. Either it forms an image, or it makes a spectrum, or it does more complicated things. And then at the end of your instrument, once you have done to the light what you want to do, you would have a detector, because of course you want to detect the light and translate it into something preferably electronic. These electronic signals then get transferred to a computer, where you can in fact do more or less whatever you like in image processing, spectral processing, all that kind of thing. So really, you have three things that detect the light: the telescope, instrument, and detector. And each of those, the telescope and the instrument, is controlled by a separate computer. One, to make the telescope point where you want to point, to make it follow the objects along the sky as the Earth rotates. And two, the instrument control. You want to be able to select certain optical paths, you want to be able to make changes, you want to be able to rotate the instrument. All that kind of thing is also controlled from a computer terminal in a control room. So really, in a modern observatory, you never have to see the telescope. It's possible to observe without ever seeing a star or a telescope. Qu'est-ce que vous observez ici à la CIA? Well, my program is my main program is on stellar objects called symbiotic stars, or symbiotics. These are very interesting objects. There aren't very many of them, only about 150. And they are special types of so-called binary stars, stars in orbit around each other. One of them is a big red giant star, evolved, and one of them is a small hot star. And mass is transferred from the red star to the hot star. This means that you can study all kinds of interesting astrophysics in one class of objects. That's one interest of mine. You can study a whole wide range of physics, which makes these objects especially interesting. And my main interest is to find why these objects are the way they are and how they fit into the grand scheme of stellar evolution. What stage are these objects at, and why are they so few, and why are they so special? Vous observez la supernova qui est apparue dans le grand nuage de Magellan. Ça consiste à faire quoi, observer une supernova? C'est une observation comme les autres, en fait. Ça consiste à étudier la luminosité dans certains domaines de l'infrarouge. Ça va de 1 micron à 20 microns. Et d'obtenir des spectres, qui est une grande première. C'est la première fois qu'on a des spectres de supernova. C'est la première fois qu'on voit une supernova aussi? Non, il faut bien différencier deux choses. Depuis l'invention du télescope, on n'en a pas eu d'aussi brillante, mais on en a eu à peu près 600 supernovas extragalactiques. On a quand même réussi à avoir des spectres à faible dispersion, mais on a eu des données déjà. On a eu des spectres dans le visible. On savait un petit peu comment se comportait un spectre de supernova, comment se comportaient les raies d'hydrogène. On avait quelques idées de vitesse d'expansion déjà dans le visible. Mais dans l'infrarouge, jamais, parce qu'on n'avait jamais une supernova suffisamment brillante. Qu'est-ce que c'est une supernova? C'est une grosse étoile. Alors une grosse étoile, qu'est-ce qui se passe vers la fin de sa vie? Alors, les étoiles pour nous, ce sont un peu comme des êtres vivants. Elles naissent, c'est-à-dire qu'elles apparaissent dans le milieu interstellaire à partir de nuages, c'est-à-dire un nuage se contracte et devient une étoile. Par exemple, le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années. Vous le savez, dans 5 milliards d'années, la Terre disparaîtra, elle sera englobée à nouveau dans le Soleil. Plus une étoile est massive, moins de temps elle dure parce qu'elle brille de façon beaucoup plus rapide, que ça s'accroît beaucoup plus vite que sa masse. Alors, une étoile comme l'étoile de Sanduléac a dû durer à peu près entre 1 et 10 millions d'années, ce qui pour nous les astronomes est un instant. Au bout d'1 million d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Le centre, c'est-à-dire le cœur de cette étoile, s'est mis brutalement à se contracter très rapidement. C'est-à-dire qu'il s'est mis à tomber sur lui-même. Alors que lorsque un phénomène, vous avez donc cette espèce de contraction du cœur, les couches extérieures se sont mis à tomber sur ce cœur en contraction et ont rebondi brutalement. Et on a assisté à cette espèce de rebondissement.
La matière dont sont faites les étoiles et la matière dont nous sommes faits, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, une supernova, ça nous a tellement touchés, c'est que la matière dont nous sommes faits vient des générations précédentes de supernovae. Toute la matière, nous sommes faits de carbone, d'azote, d'oxygène, de fer. Là, vous comme moi, nous avons des lunettes donc, qui sont faites de métal. Il y a du verre, c'est du silicium, et du phosphore dans nos molécules biologiques, etc. Tous ces éléments, les éléments de la nature, ont été fabriqués principalement dans les explosions des étoiles massives. Donc nous sommes à la fois poussière d'étoiles et poussière d'étoiles massives. Et en fait, pour comprendre un peu le phénomène de la vie, pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes à la fois irradiés par la lumière émise paisiblement par une étoile de petite masse, qui est le Soleil, qui dure très longtemps, mais nous sommes nous-mêmes poussière d'étoiles qui ont brûlé très vite, qui ont donc terminé leur vie en explosant comme des supernovae. La lumière produite par une étoile, cheminant dans l'espace, nous parvenant sur Terre, collectée par un miroir de télescope. Finalement, comment savons-nous qu'elle est là? C'est ça la question posée. Vous me direz peut-être, mais notre œil nous dit qu'elle est là. Nous avons une sensation lumineuse. Quelle est l'origine de la sensation lumineuse? C'est le fait que dans notre œil existent des molécules qui, lorsque la lumière les frappe, libèrent un courant électrique. Interaction entre la lumière et la matière, la molécule, et production d'un courant électrique. Ou tout au moins déplacement de charge électrique. Tous les processus qu'utilisent les astronomes pour détecter la présence de lumière, pour mesurer la quantité de lumière ou la couleur de la lumière, qui est collectée par les télescopes et dont nous savons qu'elle transporte des messages précis sur la composition des astres qui l'émettent, tous ces processus sont une interaction entre la lumière et la matière. Cette interaction se fait sous forme d'un effet photoélectrique dont Einstein a réalisé l'importance fondamentale pour comprendre la nature granulaire de la lumière, en quelque sorte, ce concept qu'on appelle le photon. Le photon, le grain de lumière. Décrire l'effet photoélectrique n'est pas très simple, mais l'idée de base en est que quand la lumière frappe un corps, elle éjecte un électron, cet électron est transformé en courant électrique, ce courant électrique va être mesuré. On saura quelle quantité de lumière a frappé, ou si le processus se produit dans un film photographique, l'électron éjecté se traduit par un grain d'argent qui est finalement révélé et qui se traduit par un noircissement de la plaque ou du film. Voilà l'effet photoélectrique. Et les astronomes vont construire leur dispositif de détection de la lumière, placé derrière les télescopes, placé derrière leur piège à lumière, pour être le plus sensible possible. À quoi servirait-il de collecter beaucoup de ces photons, beaucoup de ces grains de lumière avec un très grand télescope et d'être incapable de les détecter? Donc, parallèlement à l'effort d'agrandir la surface des télescopes, tout un travail de construction de détecteurs de lumière plus sensibles a marqué la croissance de l'astronomie. L'île d'Hawaï est un des meilleurs sites astronomiques du monde. Pourquoi? It seems that the isolated summits of the volcanoes there provide unique conditions. The Earth's atmosphere has always been the astronomer's enemy,
and the summit of Mauna Kea at 4,200 meters is already above nearly half of the Earth's atmosphere. But what is much more important is that it does not disturb the upper atmosphere. It's not a continental mountain range that forces the atmosphere to flow up over it, disturbing it. Instead, it's a single isolated peak where the upper atmospheric air, which is very stable after its passage across the Pacific, flows gently past the upper slopes. And so all of our indications are that the telescopes on Mauna Kea are equivalent to their being sitting at a platform at 4,200 meters in the undisturbed atmosphere. And these are conditions that are probably only duplicated at a few other sites, again island chains around the world. Les astronomes du monde entier viennent ici. Chaque observatoire appartient à un pays différent. What happens is that the university makes available sites to projects from around the world that can make the very best use of the unique properties of the site. We now have Canadian and French astronomers involved in the Canada-France-Hawaii telescope. We have British and Dutch astronomers involved in projects. We have a number of projects from the US mainland, including now the Keck telescope under construction. We have Japanese astronomers with a project to build a very large telescope on Mauna Kea. And we have a number of other international projects who are in discussions about putting projects on Mauna Kea. Quelles sont les découvertes sur l'univers qui ont été faites ici, sur ce sommet de Mauna Kea? To give you three examples, for example, we have discovered many of the most distant quasars in the universe have been discovered by the ability to take pictures of many, many objects and select from them by machine the few objects which are important. Another example is the study of very low mass stars. What are the lowest mass stars that we know about? We can only see these nearby, and we have discovered a population of objects which are very cold, very nearby, which may make an important contribution to the mass of our universe. Another example is the distribution of galaxies in the universe, where at the moment we're making a survey of about 20 or 30 million galaxies, simply to work out how they're distributed in space in the southern hemisphere. The infrared waveband has been very difficult to study up to now because one has not been able to take pictures. All the time we've had to focus all the light of the telescope onto a single element, and then if we wish to make a map we have to move the telescope so that we scan like a television camera across the image. The big revolution which has occurred only in the last year has been the ability now to take pictures for the first time in the infrared waveband. And this is a particularly exciting epoch for many scientific reasons. One important reason is the fact that in the infrared waveband our pictures are very clean. In the optical waveband we are often influenced by dust, which makes the pictures look very beautiful, but also obscures the most interesting regions that we wish to look at. In the
near-infrared wave band, we see through the dust and we see into the inner regions of galaxies, our own galaxy, into the regions where stars are forming. And this new ability to take pictures which are obscure to us in the optical wave band is one of the most important revolutions which has taken place in modern astronomy. So over the next few years, we will be fully capitalizing upon these capabilities, both in imaging and in spectroscopy. One of the exciting new developments of the ways in which we can do astronomy is that nowadays we do not have to go to Hawaii to make our observations from Great Britain. We have an international link so that we can control the telescope. We can make our observations by sitting in Edinburgh whilst the telescope is doing its hard work in Hawaii. This is very important scientifically because it means the astronomers are able to schedule many short observations and be present at their home institute and make the observations rather than have to go to Hawaii to make them. The time delay between the signal coming from Hawaii to Edinburgh is less than half a second typically, so that one has complete real-time transfer of information. Everything which is presented to you in the control room in Hawaii is also presented to you in Edinburgh. We can ask ourselves whether the universe actually had an origin, as the Big Bang supposes. Now, there are several conceptual difficulties about imagining the universe with an origin, say about 10 or 15 billion years ago. One can ask the question, what happened before that? And one doesn't know the answer. So my feeling is that conceptually it will be easier, and factually also it may turn out to be so, that the universe has in fact had no beginning. Some of my work on quantum cosmology, which deals with the universe when it was very small in size, also leads me to that conclusion, that there was no beginning, that the universe existed, although it must have been very small for a while, but prior to that it must have again been very large. So one gets a feeling that the universe has been in existence all along, and that goes against the usual dogma about the Big Bang. And I have a feeling that observationally also there are many questions which are unanswered today, which the Big Bang framework cannot satisfactorily resolve, like why there are galaxies, how they were formed, then why is the matter distributed in the form of the elements that we see in the universe. People feel that the Big Bang has solved these problems, but there are numerous difficulties. And I feel that eventually these will show us the way to a more general picture, which includes Big Bang, as well as this concept of an unending, unbeginning kind of universe.
Le Keck télescope, en quoi sera-t-il différent des autres? The Keck Observatory is a 10-meter telescope that we're building. That means the primary mirror is 10 meters in diameter. That gives it 4 times the light collecting area as the Palomar 200-inch, which has for many years been the world's largest telescope. So when the Keck Observatory is finished, it will be the largest telescope. It's being built on Mauna Kea, which is a volcanic mountain in the island of Hawaii, and its altitude is about 4,000 meters. So it's extremely high, which gets us above much of the disturbing effects of the Earth's atmosphere. A telescope of this size, we hope, will be diffraction limited a good fraction of the time, and so the Earth's atmosphere will be a minor perturbation with regard to the image quality that can be achieved. Quel type d'observation vous comptez faire quand il sera construit? We don't really know in detail what our first few programs will be, but in general, I think the study of distant galaxies will be a very important part of the observing program for several years. This is to try to understand the evolution of galaxies. And so we'll be looking back as early into the universe as we can by looking at the most distant galaxies and studying their spectra to understand what evolution has taken place of the stars in the galaxies and the galaxies as a whole. Vous pensez que la construction de ces télescopes avec leurs miroirs géants vont changer notre vision de l'univers? Well, I would like to give you an example that at the time when the 200-inch telescope, Mount Palomar, the 5-meter telescope as you now call it, was being built before the Second World War, Hubble and Eddington were asked by the reporters what they expected to see with the help of this new telescope. And the answer was that if we know what we are going to see, there is no point in building it. Купе, горизонт, хорошо, спасибо. Сейчас двигаем купол немножко вправо. Так, хорошо, спасибо. Влево. Вот так. Спасибо. Открываем зеркало. Так, зеркало пошло. Телескоп ВП. Pourquoi les observatoires astronomiques sont-ils presque tous surmontés d'un dôme, d'une coupole? Ces coupoles sont apparues progressivement dans la première moitié du XXe siècle, lorsqu'on a placé les télescopes sur des sites très élevés où les conditions climatiques étaient très sévères. Et les astronomes ont toujours considéré jusqu'à présent qu'une coupole était absolument obligatoire pour protéger un télescope. Récemment, on s'est quand même aperçu que ces coupoles avaient un certain nombre d'inconvénients. Bon, on n'arrive jamais à l'intérieur de cette coupole à avoir les mêmes conditions thermiques qu'à l'extérieur. Il s'ensuit un certain nombre de phénomènes de convection à l'intérieur de la coupole qui tendent à dégrader la qualité de l'image. C'est ce que les astronomes appellent le dome seeing, ou je ne sais pas très bien quelle est la traduction française, mais enfin la dégradation des images due au dôme. Alors, il s'est passé dans les années 70 quelque chose de très important qui a été la construction du MMT.
Et là, pour le MMT, les gens ont eu un problème très pratique. Ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour construire un dôme classique. Et d'autre part, la géométrie de ce télescope, qui est une géométrie carrée, pouvait difficilement s'intégrer dans un dôme classique. Et donc les gens ont été obligés d'innover. Ils ont supprimé le dôme classique et ils ont mis autour du télescope la boîte d'encombrement minimum. Mais cette boîte-là reste très ouverte. Elle est ouverte sur deux côtés et le télescope est en fait pratiquement en air libre. Et c'est le premier télescope moderne à fonctionner en air libre. Et ce dont les astronomes se sont aperçus, c'est que ce télescope ne fonctionnait pas plus mal qu'un autre et qu'au contraire, il avait une qualité d'image que les autres télescopes n'avaient pas. Donc on a découvert l'importance, on a mis en évidence l'importance de cette turbulence de coupole. Il y a deux questions qui sont les plus importantes actuellement. C'est l'étude de l'univers aux plus grandes échelles, d'essayer de savoir si l'univers est très grand, si l'univers est infini ou s'il est fini. En même temps, il faut essayer de savoir l'évolution de l'univers, comment il était au début et comment l'univers est maintenant. Et l'autre question, c'est une question qui est très proche de tout le monde, je pense, c'est de savoir s'il y a de vie extraterrestre ou pas. Si nous sommes les seuls ici sur la Terre dans l'univers, ou si peut-être il y en a ailleurs. Nous avons maintenant des moyens, nous avons des grands télescopes, des radiotélescopes, à étudier l'univers à grande échelle et en même temps d'essayer de savoir s'il y a des planètes ou s'il y a des endroits où la vie existe peut-être. Je pense aussi que notre époque est unique dans l'évolution de l'astronomie propre. Nous vivons dans un temps qui est tellement intéressant que peut-être il n'y a jamais eu un temps pareil dans l'histoire de l'astronomie. On pourrait peut-être le comparer avec un temps il y a environ 300 ans, fin du XVIIe siècle. À cette époque-là, c'était l'astrophysique qui avait commencé avec Newton, la gravitation, avec Ole Rømer qui a découvert la vitesse de lumière, et un petit peu plus tôt avec Galilée et le télescope. Et justement à cette époque-là, un grand Français, un savant, Fontenelle, a écrit un petit livre au grand public pour expliquer tout ce qui se passe dans l'astronomie contemporaine. Il a écrit ce livre en 1686. D'ailleurs, le livre s'appelait « Entretien sur la pluralité du monde » pour expliquer au grand public que c'était plus la Terre, c'était le Soleil qui était le centre de l'univers. C'était ce qu'on avait pensé à cette époque. Plus tard, évidemment, on a bien découvert que ce n'était pas le Soleil, c'était la Voie lactée qui était le centre, c'était au début du 19e siècle. Et encore plus tard, en 1924, on a su que notre galaxie, la Voie lactée, n'était pas la seule galaxie dans l'univers. Il y a eu des milliards ailleurs. Et je pense que si on revient vers notre temps, on est prêt de savoir que c'est plus ça. Peut-être il n'y a pas de fin, peut-être il n'y a même pas un centre, peut-être on ne sait même pas où on se trouve dans l'univers.